Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Drame de Nouna. Le MBDHP, Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, condamne les représailles de Nouna qui ont conduit à la mort de 28 personnes. Ces exécutions extrajudiciaires ne font qu'empirer la situation d'insécurité selon ce mouvement. Il invite la justice à faire la lumière sur la situation. Vous entendrez le secrétaire général du MBDHP dans ce 20h si vous restez avec nous. Justice, la cour administrative d'appel de Ouagadougou ne fonctionne pas depuis le 19 décembre 2022. Le site prêté à la juridiction par le Conseil d'État est très réduit selon le personnel qui a décidé d'arrêter le travail. Cette décision par ricochet touche les avocats qui, à travers leur syndicat, le SINAF, demandent qu'une solution soit trouvée afin d'exercer leur profession. Et puis, inhumation des restes des corps du capitaine Thomas Sankara et de ses compagnons. Les familles des victimes proposent le site du monument des martyrs comme lieu d'inhumation. Pour ceux qui se réclament héritiers de l'idéal sankariste comme Serge Bayala, ce lieu n'est pas assez symbolique. Il faut plutôt opter pour le site du mémorial Thomas Sankara. Vous l'entendrez développer son point de vue dans un instant. Le 30 décembre 2022, 28 personnes ont été trouvées mortes dans la ville de Nouna. Elles seraient tuées par balle. Des organisations de défense des droits humains attribuent ce drame à des volontaires pour la défense de la patrie qui auraient agi en signe de représailles à l'attaque qu'ils ont subie dans la nuit du 29 au 30 décembre 2022. Le MBDHP estime que ces exécutions extrajudiciaires ne font qu'empirer la situation d'insécurité. Par la voix de son secrétaire général Ali Sanou, le MBDHP invite la justice à faire la lumière sur la situation. Entretien réalisé par Abdourahim Niaye. Dans son communiqué du 4 janvier dernier, le MBDHP, Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, condamne les représailles de Nouna qui ont conduit à la mort de 28 personnes. Pour le MBDHP, cette action attribuée aux volontaires pour la défense de la patrie est une grave atteinte aux droits humains. Ali Sanou, secrétaire général du MBDHP, explique que ce drame s'ajoute à plusieurs autres violations des droits humains. Il n'est pas normal que sur la base de simples soupçons, on en arrive à enlever un citoyen et puis à l'exécuter. Si nous fermons les yeux sur cela, si nous l'acceptons, ça veut dire nous tous aujourd'hui, personne n'est à l'abri du danger. Il suffit qu'on vous soupçonne et que quelqu'un vous dénonce. Il peut même s'agir d'une dénonciation mensongère. C'est suffisant pour que vous soyez enlevé. Avant Nouna, le MBDHP a souligné d'autres cas de disparition forcée et d'exécution extrajudiciaire dans des localités comme Yirgou, Arbinda, Kelbo et Dablo. Pour Ali Sanou, loin de résoudre la situation, ce non-respect des droits humains est un facteur aggravant de la situation sécuritaire. L'opération Otapouanou à l'est, l'opération Dofou au Sahel, beaucoup d'autres opérations, on voit que après ces opérations, généralement, la situation sécuritaire s'aggrave. Nous devons nous poser la question. Pourquoi ? C'est justement parce que nous ne veillons pas à ce que nos opérations militaires ne créent pas de frustration au sein des communautés. Et lorsque ces opérations-là créent des frustrations au sein des communautés, cela fait qu'elles ne sont pas durables. Les résultats qui sont engrangés ne sont pas durables dans le temps. Il est temps qu'on réfléchisse à la manière dont nous luttons contre le terrorisme. Si nous continuons à le faire tête baissée, en frustrant des communautés tout entières, qu'on assimile à tour de bras à des terroristes et pour qui, face auxquels on agit de façon barbare, la situation s'aggravera encore. Pour la plupart des exactions supposées, des actions ont été menées en justice en vue de faire la lumière sur la situation. Le secrétaire général du MBDHP déplore le silence de l'appareil judiciaire qui a été saisi pour connaître des exactions dans plusieurs localités. Mais quand vous allez dans les zones en question, dans la zone de Kain, Ouro, de Ban, etc., la situation sécuritaire s'est dégradée. Nous pensons, quand vous regardez également dans la zone de Yirgou, après les événements de Yirgou, il n'y a pas eu de vérité, il n'y a pas eu de justice. La situation sécuritaire s'est encore dégradée. Donc il est important qu'on tire le son de ces situations-là pour que cette fois-ci il y ait la vérité, pour que cette fois-ci il y ait la justice. Le secrétaire général invite donc toutes les autorités politiques, judiciaires et militaires
à jouer pleinement leur rôle pour éviter la stigmatisation d'une communauté. Pour lui, le respect des droits humains est indispensable pour réussir le combat contre le terrorisme. Depuis le 19 décembre 2022, les avocats qui avaient des audiences et diligences à la Cour administrative d'appel ont remarqué que les locaux qui faisaient office de cette juridiction étaient fermés. Une décision prise par le personnel du fait de la détérioration de leurs conditions de travail. Cette décision déplaît au SINAF, syndicat des avocats du Burkina Faso, qui voit les activités de ses membres bloquées par ce problème infrastructurel. Maître Olivier Elkouni, le secrétaire général de la structure syndicale que nous avons approché, revient sur la situation et déplore une atteinte au droit d'accès aux juges et à l'exercice de la profession d'avocat. C'est un entretien réalisé cette fois-ci par Alexis Wenkouni Belemnaba. La Cour administrative d'appel de Ouaga a cessé ses activités depuis le 19 décembre dernier. Une décision prise par le personnel du fait des mauvaises conditions de travail. Dans une déclaration en date du 4 janvier, le SINAF, le syndicat des avocats du Burkina Faso, dit constater avec regret l'arrêt des activités de cette juridiction. Approché, le secrétaire général, Maître Olivier Yelkouni, revient sur la situation. C'est le Conseil d'État qui a bien voulu donc lui prêter quelques bureaux pour qu'elle fonctionne en attendant donc de trouver ses propres locaux. Et finalement, ce qui était destiné donc à être provisoire est amené donc à s'éterniser. Voilà. Et les conditions donc de travail étaient vraiment difficiles parce qu'il y avait 9 conseillers, 9 magistrats pour un seul bureau et 14 greffiers pour un seul bureau. Voilà, donc dans ces conditions, c'était très difficile pour eux de continuer et c'était la raison pour laquelle ils ont arrêté à leur corps défendant. L'arrêt des activités de cette juridiction de second degré est une atteinte au droit d'accès et d'exercice du profession d'avocat, selon le secrétaire général du SINAF. Tous les dossiers, tous les jugements rendus par le tribunal administratif, si les parties donc ne sont pas d'accord avec ces jugements-là, elle défère ces jugements à la Cour administrative d'appel. Donc vous voyez que c'est très grave que cette Cour-là ne fonctionne pas. Ça bloque vraiment l'activité. C'est vrai que l'activité est judiciable. Et effectivement, c'est le droit donc d'accès au juge donc qui est atteint. C'est également donc le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable qui est également atteint. Outre l'atteinte au droit d'exercice de la profession, cet arrêt occasionne plusieurs autres contraintes, fait savoir Maître Olivier Yelkouni. Si vous avez une procédure donc au niveau du TGI, alors vous pouvez prendre au moins une année. Si vous faites une assignation, vous n'allez pas obtenir la décision là à moins d'une année. TGI, Ouaga 1, et chaque jour qu'il y a une audience pénale, en fait, les juges sont obligés de commencer en retard. Commencer en retard, pourquoi? Parce qu'à la maison d'arrêt, il y a un seul véhicule pour convoyer les détenus. Alors, au regard donc de l'importance numérique de ces prévenus-là, alors on ne peut pas les convoyer en un seul voyage. Un appel est lancé à l'autorité compétente pour que la réouverture de la cour d'appel soit une réalité au grand bonheur des justiciables. Une assemblée générale de cette structure syndicale est prévue dans les prochains jours et va s'atteler sur les difficultés auxquelles les avocats font face dans l'exercice de leurs fonctions. Enterrement des restes des corps du capitaine Thomas Sankara et ses compagnons. Les familles, dans une correspondance adressée au chef de l'État, proposent le site du monument des martyrs comme lieu d'inhumation de leurs proches disparus le 15 octobre 1987. Comment cette nouvelle est accueillie par ceux qui se réclament héritiers de l'idéal sankariste. Pour certains d'entre eux, le lieu n'est pas indiqué et c'est le cas de Serge Bayala. Il propose par contre que les restes soient inhumés au mémorial Thomas Sankara. Précision avec Fatima Tankema.
Le 10 ou le 12 janvier 2023, ce sont les dates qu'avaient choisies les autorités burkinabées pour l'organisation des obsèques des victimes du 15 octobre 1987. Les familles devant choisir la date d'inhumation et le lieu ont, dans une correspondance adressée au chef de l'État, souhaité que les restes des corps de leurs proches soient enterrés dans 3 mois et sur le site du monument des martyrs. Un souhait que ne partagent pas certains héritiers du père de la révolution d'août 1983. Selon Imhotep Bayala, le monument des martyrs n'est pas symboliquement fort pour honorer la mémoire des victimes du 15 octobre 1987. C'est quand même un carrefour où il y a une hyper animation, que ce soit le sport qui se fait, ce soit des gens qui viennent, qui circulent parce que c'est un rond-point. Et c'est un lieu déjà occupé par une époque de notre histoire, c'est les martyrs de l'insurrection de 2014. Est-ce qu'il faut les surclasser pour mettre d'autres martyrs d'une autre époque? Est-ce qu'on ne risque pas de créer une confusion dans l'histoire? Et pour éviter une éventuelle confusion dans l'histoire, Imhotep Bayala pense que le mémorial Thomas Sankara est le lieu idéal pour être la dernière demeure de Thomas Sankara et ses compagnons. Mais en tout respect du choix des familles, si c'est ce qu'elles souhaitent et c'est leur dernière volonté, nous n'allons pas les surclasser pour mettre la petite volonté des héritiers qui se sont battus quand même pendant plus de 36 ans aux côtés des familles. Si au moment de les enterrer, les familles décident de négliger le petit avis des milliers d'héritiers, des millions d'héritiers à travers le monde, eh bien, on leur concède cela. Même s'il leur concède cela, Imhotep Bayala dit craindre pour l'avenir du mémorial Thomas Sankara. Selon lui, ce site perdrait son essence si jamais l'État venait à accepter le choix des parents des victimes. Les enterrer ailleurs, autre que le mémorial, c'est simplement compromettre tout le futur de ce patrimoine qui est en cours d'érection et qui est aujourd'hui dans l'imaginaire collectif le lieu le plus indiqué parce que c'est le plus visité par tous les touristes du Burkina et du monde entier. Et ce serait dommage pour les millions d'hommes et de femmes qui demandent à avoir un lieu assez symbolique et assez fort pour apprendre des idéaux de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Et pour éviter que ce projet du mémorial ne tombe à l'eau, ces héritiers de Thomas Sankara disent avoir adressé une lettre aux familles. L'objectif ici est d'échanger avec ces dernières sur les enjeux de l'inhumation. Nous avons estimé qu'il était nécessaire de prendre langue avec la famille, de donner aussi la proposition de ces millions de combattants qui se sont engagés sans faille pour que nous puissions engager aujourd'hui des résultats. Donc c'est maintenant la dernière étape. Et il s'agit maintenant de l'inhumation des restes du président Thomas Sankara. Donc nous avons foi que ces concertations que nous voulons avec la famille, en tout cas, vont vraiment bien se dérouler et c'est sûr toujours à l'avantage de tous les héritiers du père de la Révolution d'août 1983. Ces héritiers espèrent que les familles des victimes du 15 octobre 1987 tiendront compte de leur point de vue pour cette dernière étape de la lutte. Notons que cette décision d'organiser les obsèques de ces martyrs intervient après le verdict du 6 avril 2022 qui a condamné les principaux accusés à la prison à perpétuité. Il s'agit de l'ancien président du Faso Blaise Compaoré, du général Gilbert Diendéré et de Hyacinthe Kafando. En 2022, le système judiciaire a été éprouvé le 24 janvier 2022. L'ordre constitutionnel est interrompu par un coup d'État qui a conduit par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. La Constitution est suspendue, entraînant la perturbation du dossier Thomas Sankara. L'audience de ce procès a toutefois repris le 22 mars 2022. L'année 2022 aura donc été l'année du dénouement pour ce qui concerne le procès historique attendu depuis plus de 30 ans. Le verdict est livré le 6 avril 2022, mettant ainsi fin à des décennies d'attente. Retour sur le bilan judiciaire avec Abdourahim Niénié.
L'année 2022 aura été très éprouvante pour le système judiciaire du Burkina Faso. Dès le début de l'année, précisément le 24 janvier 2022, l'ordre constitutionnel est interrompu par un coup d'État. La Constitution, qui est la loi fondamentale, est suspendue, ce qui a eu pour conséquence la perturbation du dossier Thomas Sankara à la demande des avocats de la partie civile. Après la proclamation de l'acte fondamental le 29 janvier 2022, l'adoption de la charte de la transition lors des assises nationales le 28 février et le rétablissement de la Constitution, une décision va surprendre les Burkinabés. Parce que, alors que le président du Conseil constitutionnel était lui-même en évacuation sanitaire, son intérimaire et les autres membres du Conseil constitutionnel, sans avoir été formellement saisis, constatent d'eux-mêmes la vacance du pouvoir de Roch Kaboré et autorisent le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba de prêter serment en violation totale des dispositions constitutionnelles en la matière qui consacrent les élections comme seule condition d'accès au pouvoir. Le professeur Abdoulaye Soma, dans un écrit, estime que par cet acte, le Conseil constitutionnel a tué la Constitution. Malgré tout, le lieutenant-colonel sera investi par les grands juges le 16 février. Cet acte sera vu par de nombreux juristes comme une grave erreur tendant à légaliser l'attentat à la sûreté de l'État. Si tel est le cas, les dispositions du Code pénal punissant l'attentat à la sûreté de l'État sont anticonstitutionnelles. Le Conseil constitutionnel est donc saisi à cet effet. Le 18 mars 2022, le Conseil rend sa décision. Les requêtes de déclaration d'inconstitutionnalité sont jugées mal fondées et rejetées. L'audience du procès Thomas Sankara reprend alors le 22 mars 2022. Le procès historique tant attendu depuis 33 ans livre son verdict le 6 avril 2022. 11 des 14 accusés ont été reconnus coupables des événements du 15 octobre 1987. 3 d'entre eux ont été condamnés à perpétuité. Il s'agit de Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando. Même si le général Gilbert Diendéré a fait appel, ce procès est un exploit de la justice burkinabé. Cet exploit, selon de nombreux analystes, a été par la suite remis en cause. Blaise Compaoré, jugé et condamné par contumace et contre qui un mandat d'arrêt a été émis, ne sera pas inquiété lors de sa présence au Burkina Faso. Son arrivée orchestrée par le président du MPSR Paul Damiba, sans répondre de ses actes devant la justice, a indigné plus d'une personne au Burkina Faso et ailleurs, car c'est une défiance de la justice. Le chef de l'État lui-même s'est exposé au parjure après un tel forfait, lui qui a prêté serment et juré de défendre et faire respecter le droit et la justice. Au sein des populations aussi, l'année 2022 a été marquée par des actions visant à empêcher la justice de faire son travail. La dernière en date est la mobilisation des militants du mouvement Le Balai Citoyen pour protester contre l'arrestation de l'un des leurs, arrêté le 5 septembre 2022. Malgré tout, force reste à la loi. Le jugement a été effectif. Mieux, les sessions de la chambre criminelle de la cour d'appel de Ouagadougou ont pu se tenir du 19 au 29 septembre 2022. 73 affaires sont inscrites, dont celle de Dabo Boukari et Ousmane Guiro, ancien directeur général de la douane. Si l'affaire Dabo a été jugée, celle de l'ancien directeur général de la douane a été renvoyée à la prochaine session. Pendant que les acteurs préparaient la rentrée judiciaire 2022-2023 pour le 1er octobre 2022, un coup d'État intervient la veille. La Constitution est de nouveau suspendue. Comme le premier coup d'État, un acte fondamental est adopté. La Constitution est rétablie, mais seulement dans ses dispositions qui ne contredisent pas l'acte fondamental. Un coup dur pour les acteurs judiciaires qui, pour eux, cette situation remet en cause le fait que la Constitution soit la loi fondamentale. En réalité, ces péripéties sont dues à la situation sécuritaire qui a nécessité l'intervention de l'armée dans la gestion du pouvoir politique. Une situation qui d'ailleurs a entraîné la fermeture de plusieurs tribunaux de grande instance qui ont été délocalisés dans la capitale. C'est le cas du tribunal de grande instance de Dori, de Kongoussi et de Djibo.
Difficile pour les justiciables de bénéficier aisément des services. Difficile également pour les procureurs de ces tribunaux d'ordonner et de diriger des enquêtes dans ces localités au regard de la distance et de l'inaccessibilité. Conséquence, l'impunité règne dans ces localités et la réponse judiciaire de la lutte contre le terrorisme est entravée. Le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes, qui avait tenu sa première session en 2021, est resté silencieux en 2022. Pourtant, l'année judiciaire 2021-2022 a été placée sous le signe de la contribution de la justice à la lutte contre le terrorisme. Effondrement à l'aéroport de Doncin. Une semaine après le drame, le collectif des syndicats de l'aéronautique, à travers son porte-parole Ahmed Lamizana, apporte son analyse. Pour ce dernier, cette situation n'est que l'illustration parfaite d'un projet mal conduit. Il pointe du doigt la corruption dans cette affaire. Le collectif s'est montré dubitatif face à la qualité de l'infrastructure qui sera livrée. On écoute le porte-parole du collectif en quelques minutes. Nous, j'allais dire que ça ne nous surprend pas trop parce que la conduite du projet depuis quelques années nous pose véritablement problème. Ça fait 10 ans que l'on tente de construire l'aéroport international de Doncin. Et dans ces conditions, il est sûr qu'on peut s'attendre à voir des événements pareils. Parce que quand un projet est mal ficelé, il faut dire que dans la réalisation de ce projet aussi, des difficultés pareilles sont légion. Mais au-delà de cela, nous posons des questions véritablement sur la qualité des infrastructures qui nous seront rendues à la fin. Parce que c'est nous qui allons être à l'aéroport là-bas. Et l'aéroport doit être un aéroport performant avec des infrastructures de qualité. Donc ça nous pose, vraiment, ça nous interpelle sur la question de la qualité des infrastructures qui seront rendues à la fin de ce projet. Il faut d'abord saluer à sa juste valeur la décision du chef de l'État. Nous l'apprécions à sa juste valeur. C'est une décision assez courageuse parce que vous savez que c'est une entreprise française qui est actuellement là. Nous savons que l'ambassadeur français qui était là, le gouvernement a demandé son rappel, a fait les pieds de grue au niveau du ministère des Transports pour mettre la pression pour qu'on puisse prendre le décret d'application de la convention qui a été signée. Si le chef de l'État a pu dire que la convention est suspendue, je pense que c'est une décision courageuse pour faire face à la France. Voilà. Mais seulement, nous disons que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que la position du collectif des syndicats a toujours été d'annuler cette convention. Nous l'avons décriée et aujourd'hui, les événements nous donnent raison. Donc pour nous, il sera plus sage que le gouvernement aille jusqu'au bout, qu'il prenne ses responsabilités pour négocier une nouvelle convention dans l'intérêt du peuple burkinabé. Voilà, l'incident aussi de l'aéroport de Doncin est intervenu le 30 décembre dernier. Ce drame, faut-il le rappeler, a fait 6 blessés et 7 morts. Découverte dans la suite de ce 20h, voici un outil qui facilitera certainement le travail des tisserands. Il s'agit d'une machine à tisser électrique. Depuis 2013, le Bureau de recherche et de transfert de technologie BRTT a mis sur le marché local une machine moderne à tisser susceptible de remplacer les métiers à tisser traditionnels utilisés par les tisserands méconnus du grand public. Une équipe de votre télévision vous fait découvrir la dernière version de ce métier à tisser électrique. Regardez. Bureau de recherche et de transfert de technologie BRTT. Ici, on réfléchit aux solutions capables de répondre aux préoccupations des populations burkinabées. Et depuis 2013, le responsable Kushiator New Love Kwaku Providence a trouvé une solution pour faciliter le travail des tisserands. Une solution qui s'est matérialisée par la création de cette machine, un métier à tisser électrique. Et notre idée, en fait, c'est de faire en sorte qu'on puisse le semi-mécaniser pour que les femmes qui sont à la maison puissent tisser avec des machines qui ne sont pas totalement industrielles, mais qui sont semi-industrielles et qui permettent en fait de pouvoir faciliter leur travail et de pouvoir leur permettre de tisser en quantité pour en fait baisser le prix. Et pour tisser en quantité, ce métier à tisser est doté de moteurs électriques et de systèmes automatiques. Avec le même principe que le métier à tisser manuel, le but ici est d'exécuter plus rapidement le tissage à l'aide d'électricité conventionnelle ou solaire. On a des tailles qui produisent 5 pains jour, des tailles qui produisent 7 pains jour, des tailles qui produisent 9 pains jour et des tailles qui produisent 15 pains jour.
Pour arriver à ces résultats, il a fallu travailler à l'amélioration de la première version de cette machine. Selon son concepteur, il y a eu 4 générations de cette machine à tisser de 2013 à 2018. Au départ, le passage de navette était par des rubans. C'est-à-dire que c'est des rubans qui poussent le navette de gauche à droite. Bon, c'est des questions techniques. Mais après, on est passé à la chaîne. Voilà, après, on est passé au vilebrequin. Voilà, donc au fur et à mesure, on change les systèmes de fonctionnement. On voit un peu quels sont les systèmes qui sont plus adaptés. On essaie de faire des corrections, même au niveau des capteurs. Au départ, là, on utilisait des capteurs en bois. Voilà, au fur et à mesure, on a utilisé des capteurs métalliques isolés. Ce sont ces changements qui ont permis d'aboutir à cette machine électrique. Nettement performante que les précédentes, son créateur travaille à minimiser le temps de conception qui va de 3 à 6 mois selon la capacité de la machine. Kushiato New Love Kwaku Providence espère avec le temps trouver des partenaires qui seront intéressés par la production afin qu'ils puissent leur octroyer des licences de production. Un chef coutumier qui fait de la lutte contre l'insalubrité et le reboisement son combat. Le Samba Bassimiam Naba Tigré, avec l'appui des membres de son association, sillonne les ménages de la commune de Samba pour le ramassage des déchets ménagers. La dite association a été créée en 2010 et est dénommée Yolrumde, qui signifie en langue française propriété. Une autre action dans laquelle il est bien connu, c'est le reboisement des axes principaux de Samba. Un effort de développement du Samba Bassimiam Naba Tigré, salué par plus d'un. On découvre ensemble cette association et ses activités au quotidien pour la commune rurale du Samba. C'est un élément signé Michael Tougri. La salubrité et la protection de l'environnement, voici 2 combats qu'il a décidé de mener. Avec son association Yolumde qu'il crée en 2010, lui et son équipe sillonnent les habitations entre 2 à 3 fois par semaine. Et c'est ici, dans ce dépotoir, que les ordures collectées vont être acheminées. Bassimiam Naba Tigré de Samba s'évertue au quotidien afin que la salubrité soit une réalité dans la commune rurale de Samba. C'est des gendarmeries, commissariats. Et on a commencé comme ça. Et chaque jour que Dieu fait la santé, on part nettoyer une école ou bien une espèce, une SEMA. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, on a employé pas mal de personnes parce que on a des 15 personnes. 15 personnes qui travaillent avec uniquement pour les ordures. Voilà, c'est 15 personnes qui travaillent avec les tricycles. Pour toucher du doigt la réalité de son combat, il décide de nous conduire dans quelques ménages où son équipe doit collecter les ordures. Sur le terrain, tout n'est pas facile, comme le souhaiterait Bassimiam Naba Tigré de Samba. Et souvent, il faut sensibiliser les ménages pour une bonne gestion et faciliter la collecte des ordures. Là, ici, le taxi moto était là, il était vidé carrément, il n'y a même pas de ordures ici. Dans 4 ou 5 secondes après, le brique est plein. Vous voyez. Bon, quand on travaille comme ça, est-ce que les clients là peuvent dire qu'on satisfait? Quand vous finissez ce travail, fin du mois, vous passez, vous voulez prendre 600 francs, c'est devenu un problème. Un problème parce que le patron n'est pas là. Le mari n'est pas là. Ah, maman n'est pas laissé l'argent. Vous voulez faire 3 mois sans avoir votre 600 francs dans les mois là. L'autre combat qu'il mène, en plus de la salubrité, c'est la protection de l'environnement. Plusieurs dizaines de plans sont mis en terre sur les principaux axes routiers de la commune rurale de Samba, comme ici sur l'avenue Gungunga. À Samba, les actions de Bassimiam Naba Tigré ont apprécié auprès des populations. À la tête de sa structure, il nourrit de grandes ambitions, mais très vite, il sera rattrapé par la réalité du terrain. La collecte des déchets ménagers dans la commune rurale de Samba ne se fait pas sans difficulté, déplore Bassimiam Naba Tigré. C'est l'occasion pour lui de lancer un appel aux autorités pour plus de soutien. Je demande État burkinabé. Je demande État burkinabé parce que nous demandons vraiment des appuis. Appui de matériel, appui de formation. Parce que sans matériel, le travail ne peut pas avancer. Le travail ne peut pas avancer. Il faut du matériel. Matériel, c'est quoi? C'est des bennes, c'est des camions qui vont ramasser. Il y avait des bennes même à broyer. C'est-à-dire, si vous ramassez des ordures, vous mettez dans les bennes, en même temps, il y a des machines dedans et ils broient même des ordures. Là, ça devient petit.
Tous ses efforts dans le domaine du développement lui ont valu la reconnaissance des autorités burkinabè. Son association Yolumde reçoit en 2019 la médaille des collectivités territoriales. On s'arrête là pour ce 20h. Merci d'avoir honoré ce dernier rendez-vous de l'information de la journée sur Truth TV. Bonsoir à toutes et à tous et à demain 20h.